Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous ce midi pour ce deuxième numéro de la série de séminaires sur la surveillance continue de l'état de santé et en visite sanitaire organisée par l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, je suis Fatima Binaté, moi-même diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise professionnelle en santé publique et je suis actuellement professionnelle en surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Donc, j'ai le plaisir de co-animer ce séminaire aux côtés du professeur Bernard-Simon Leclerc, responsable de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Kwadjo Antoine Nzoué, qui nous présentera quelques statistiques et indicateurs du ministère de l'Éducation du Québec. M. Kwadjo Antoine est titulaire d'un baccalauréat en statistique, d'une maîtrise en démographie et d'un doctorat en santé publique obtenu à l'Université de Montréal. Fort d'une expérience de près de 20 ans au sein du ministère, il occupe actuellement le poste de directeur des indicateurs et des statistiques au ministère de l'Éducation. M. Quadio sera également accompagné de M. Ivan Mauricio Parra, directeur de l'intelligence d'affaires, ainsi que de Mme Sandra Labrec, chef de l'équipe de géomatique. Donc, le séminaire d'aujourd'hui portera sur les statistiques et indicateurs utilisés pour mesurer la performance du système d'éducation et se déroulera sur 3 parties. Donc, avant de céder la parole à nos invités, simplement vous rappeler que le séminaire est enregistré. Alors, les personnes qui ne désirent pas apparaître dans l'enregistrement peuvent désactiver leur caméra. Merci. Très bien, ok. Désolé. Donc, le plan d'opération est la suivante. Je vais présenter la mission et le mandat de notre unité au ministère, les statuts indicateurs au ministère, le tableau de bord qui va être présenté par mon collègue Ivan et ma collègue Sandra Labrec qui va compléter au niveau de la cartographie des indicateurs, les questions ou discussions. Donc, en gros, notre mandat, moi je suis directeur des indicateurs des statistiques. Le mandat de l'unité, c'est de concevoir, développer des indicateurs des statistiques au fin du pilotage du système éducatif. Donc, on peut dire que c'est l'unité de référence en matière de statistiques en éducation au Québec. Donc, notre unité assure une expertise conseil aux unités du ministère, aux réseaux, aux organismes scolaires. Nous réalisons aussi des études prospectives comme des prévisions de clientèle. Nous fournissons aussi une expertise au niveau pan-canadien et international. Donc, nous travaillons, comme vous savez, au Québec, au Canada, il n'y a pas un ministère de l'Éducation. C'est un conseil canadien qui s'occupe de tout ce qui est statistique au niveau canadien. Donc, nous travaillons au niveau provincial pan-canadien et international au niveau des indicateurs de l'OCDE. Notre unité, globalement, nous recevons environ 2000 demandes par année et nous produisons aussi plusieurs rapports qui sont généralement disponibles sur le site du ministère. D'où viennent les données? Généralement, les gens pensent qu'on n'a pas d'informations au ministère. Nous avons plusieurs informations au ministère qui sont centralisées dans un système que vous voyez à l'écran qu'on appelle l'EDM, l'entrepôt de données ministérielles. Et au niveau de Charlemagne, comme je l'ai dit au début, nous, c'est le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire qu'on couvre seulement l'éducation préscolaire, l'enseignement primaire et secondaire. Donc, dans Charlemagne, c'est le système de données qui recueille l'ensemble des informations qui viennent des commissions scolaires et des centres de services scolaires, donc qui sont centralisées au ministère. Et c'est à partir de ces données-là que nous publions, nous produisons les statistiques et les indicateurs. Donc, toutes les informations sur les organismes scolaires au Québec sont centralisées au ministère via Charlemagne. Un bref rappel, généralement, on demande pourquoi on fait des statistiques versus indicateurs. Le statistique, c'est tout simplement ce qui est dénombrement, ou quand on parle de nombre d'élèves ou le nombre de diplômés, alors que les indicateurs, c'est vraiment des mesures concrètes, comme par exemple le taux de diplomation ou le taux de sortie sans diplôme ou le taux de décrochage. Au ministère, nous avons 3 types d'indicateurs. Nous avons les indicateurs ministériels qui sont divisés sur le site du ministère auprès du grand public. Nous avons les indicateurs nationaux qui sont inscrits dans la loi sur l'instruction publique et que chaque commission scolaire ou centre de services scolaires doit détenir pour faire son rapport annuel. Et enfin, nous avons les indicateurs réactifs ou proactifs. Les indicateurs ministériels, il y en a une dizaine. Mais l'indicateur le plus important au ministère, c'est le taux de diplomation et de qualification au secondaire. Donc, généralement, vous allez voir dans les journaux, la diplomation au secondaire, c'est cet indicateur-là qui est le plus important, en plus du taux de sortie sans diplôme de qualification, qu'on appelle communément décrochage scolaire. Donc, nous avons des indicateurs de pilotage.
Nous avons des indicateurs d'accessibilité, des ressources et des indicateurs de réussite. Donc, ces 10 indicateurs sont généralement publiés sur le site du ministère. Nous avons aussi 17 indicateurs nationaux qui ne sont pas publiés sur le site du ministère, mais qui sont mis à la disposition des commissions scolaires, des centres de services scolaires pour le pilotage du système éducatif. Donc, nous en avons 5 au primaire, nous avons 6 au secondaire, et 5 en formation professionnelle et un indicateur en formation générale des adultes. Donc, ces indicateurs sont inscrits dans la loi, ce qu'on appelle la LUP, la loi sur l'instruction publique au Québec. Généralement, on parle de la réussite éducative. Ben, actuellement, le gouvernement cible 90% de taux de diplomation en 2030. Donc, toutes les actions sont mises à contribuer actuellement au ministère. Donc, améliorer le suivi des déterminants, soutenir le pilotage, optimiser les décisions et contribuer à l'évaluation des politiques et des programmes. Donc, toutes les actions qui sont menées actuellement, le gouvernement vise l'atteinte de 90% de taux de diplomation au secondaire en 2030. Donc, merci Antoine pour l'aperçu. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, on vous entend très bien. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Ivan Mauricio Parran, je suis directeur des maintenance d'affaires au ministère de l'Éducation. Donc, merci au professeur Lecret pour l'invitation. Donc, on va faire un tour du tableau bord de l'éducation. Vous savez, cet nouvel outil qui a été mis à disposition. Je vais prendre le partage d'écran, Antoine. Vous voyez mon écran comme ça. Oui, Donc, on va faire un tour du tableau bord de l'éducation. On va regarder quelques statistiques ensemble et on va faire ça rapide dans 10-12 minutes. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous invite pour la connexion, juste chercher dans un navigateur le tableau bord de l'éducation. Vous allez tomber sur les liens qui vous amènent dans la page sur le site québec.ca. Monsieur Parra, je m'excuse de vous la interrompre. page d'accueil pour ça. Monsieur Et Parra, je m'excuse de invite vous à, interrompre. Vous avez changé d'écran, en fait. c'est correct, Antoine? Non, c'est ça. Là, on voit plus votre présentation. Oui, C'est je vous suis qu'on sur le voit. tableau bord de l'éducation. C'est bon? OK, mais est-ce que tu vois ça? Ça paraît ça, oui, c'est correct. Donc, c'est ça. Donc, je suis dans québec.ca, dans le site d'accueil du tableau bord de l'éducation. Et là, c'est très important. Donc, je vous invite vraiment à consulter les notes méthodologiques qu'on a préparées pour la clientèle, on va dire, grand public au Québec et pour toutes citoyennes et citoyennes qui puissent consulter ça. Donc, on va faire un tour rapide. Donc, dans l'écran, on va aller dans une section à la fois. Donc, on va faire les notes méthodologiques et on va aller dans les tableaux de bord pour voir une section à la fois. Donc, la première section, la page d'accueil, donc si vous la voyez, si vous êtes capable de me suivre, donc là, on tombe normalement dans l'effet saillant. Donc, dans cette page-là, donc on a mis en lumière les principaux indicateurs qu'Antoine vient de nommer en éducation. Et donc, on a des statistiques dans la première section, donc le dénombrement d'élèves, information générale des jeunes, formation professionnelle, formation générale des adultes, qui constitue l'ensemble du Québec. Et après ça, je vois, après ça, on va voir les indicateurs de la réussite dont Antoine vient de nommer. Donc, les taux de diplomation et qualification après 7 ans et taux de diplomation et formation professionnelle après 3 ans. Taux de sortie sans diplôme de qualification, taux de réussite à l'épreuve ministérielle de français, écriture de la 5e secondaire. Et là, d'autres statistiques concernant le personnel scolaire, la qualité de l'air et toute la structure du réseau scolaire. Vous voyez, c'est énorme. C'est plus de 3000 écoles sur le territoire du Québec. Donc, ici, c'est important de dire qu'à chaque fois que vous voyez l'astérisque, c'est vraiment ça indique qu'on est sur une donnée provisoire. Je vais vous expliquer pourquoi les provisoires, c'est parce qu'on a des données qui vont se mettre à jour à chaque lecture des données. Donc, le temps que ça se stabilise jusqu'à la donnée finale, vous allez voir que ça prend un astérisque. Donc c'est ça. Après ça,
La prochaine section, ça va être la section élèves. Donc là, on va voir vraiment tous les dénombrements en détail de ce qui est la formation générale des jeunes dès la maternelle jusqu'au niveau secondaire. Après ça, la formation professionnelle, la formation générale, on explique les concepts de qu'est-ce que ça, chaque type de formation. Et deux concepts très importants qu'on utilise au ministère, mais qui peut-être sont pas fréquents pour les grands publics, c'est la notion d'organisme responsable et organisme fréquenté. Donc, quand on est dans l'organisme responsable, normalement, pour les réseaux publics, on est autour, on en parle au niveau des centres de services scolaires ou de la commission scolaire, alors que quand on parle de l'organisme fréquenté, on est au niveau de l'école publique. Et c'est ça. Donc, centre de service scolaire, puis école. C'est ça pour la différence entre responsable et fréquenté, parce que vous allez voir les nuances, c'est important lorsque vous tombez dans les statistiques. Et on indique la fréquence de mise à jour, comme je vous expliqué tout à l'heure. Normalement, pour les dénombrements, on a 5 moments importants dans l'année scolaire, 3 qui se passent à l'intérieur de la même année scolaire et 2 autres qui se passent à la suite ou à la fin de l'année scolaire. Donc, dans ces 5 moments-là, on va avoir 4 bilans provisoires et un bilan officiel à la fin de ces 5 moments déterminés dans l'année. Donc, si on va dans la section élèves, on va aller voir ça rapidement. Et donc, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Donc, vous voyez les dénombrements des élèves pour tous les 3 secteurs, formation générale des jeunes, formation générale des adultes, formation professionnelle. Vous pouvez choisir l'année, revenir dans le passé jusqu'à, je pense qu'il y a une dizaine d'années. Et là, on met par défaut l'année qui est complète, ça veut dire qu'on a des données plus stables pour tous les 3 secteurs, mais si vous pouvez choisir quand même la dernière année scolaire, pour lesquelles, comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'est pas encore rendu au dernier bilan pour avoir la donnée officielle. Donc, ça explique le pourquoi, quand vous allez chercher dans la formation générale des adultes ou la formation professionnelle, vous ne voyez pas la donnée pour la dernière année scolaire. C'est parce qu'on n'est pas encore rendu à la donnée finale pour cette année, pour ce secteur-là. Par contre, on vous renseigne sur les données provisoires de la formation générale des jeunes pour les trois sortes d'enseignement, préscolaire, primaire et secondaire. Et voilà, donc si vous prenez une année complète, donc 2022-2023, vous allez voir, vous avez toute la donnée complète jusqu'à 2023. Et c'est très important, lorsqu'on est dans la ligne pointillée, notamment, on l'indique dans les notes méthodologiques, on est dans une donnée provisoire, donc qui continue à varier dans le temps. Donc voilà, pour cette section-là, c'est vraiment les dénombrements purs. Et là, vous voyez, on a les régions administratives et on a l'organisme responsable. Donc, on est capable de descendre jusqu'au centre de services scolaires et pour les réseaux publics. Après ça, on va dans les sections qu'Antoine a nommées tout à l'heure, et les indicateurs vraiment reliés à la réussite scolaire, donc les diplomations et qualifications. Donc, vous allez avoir une brève définition de c'est quoi. Et c'est ça, fréquence de mise à jour. Donc, c'est la même chose. On joue sur des données provisoires. Donc, à fur et à mesure que l'année avance, on est capable de savoir les gens qui sont diplômés dans la cohorte. Mais on attend vraiment une certaine période pour pouvoir stabiliser la donnée. Et donc, fréquence de mise à jour, on explique à quel moment de l'année ça va sortir. Très important, la notion pour vous, vous êtes peut-être plus assez spécialiste dans les statistiques du côté de la santé publique. Donc là, ici, cet indicateur, c'est un indicateur de cohorte. Donc, on suit les gens qui ont commencé première secondaire jusqu'à 5 ans, 6 ans ou 7 ans après. Et là, on va voir de ces cohortes-là combien de gens, ou la proportion de gens qui ont obtenu un diplôme ou une qualification. Donc, c'est très important ce point-là. Là, si on va dans les excuse-moi, je commence à avoir la difficulté avec ma voix. Si on va dans les écrans, vous allez constater qu'on a, on a les données historiques pour ces taux de diplomation, 7 ans, 5 ans. Et là, on peut les consulter par réseau, soit public, soit privé. Et dans le réseau public, on vous fournit les détails par région administrative. Et même, on peut aller voir jusqu'à l'organisme responsable. Et comme on a précisé tout à l'heure, c'est le centre de services scolaires, commission scolaire. Donc, c'est ça.
toujours après 7 ans, après 5 ans, vous allez avoir l'historique. Quand vous gardez la souris, vous allez avoir par-dessus les données, vous allez avoir les données détaillées. Parfois, ça prend pas assez de temps comme maintenant. Ça commence à être difficile avec les partages. Voilà, donc c'est ça, taux de diplomation à retenir. On est dans un taux calculé par une cohorte d'élèves première, secondaire, etc., qui rentrent à première, secondaire et on les suit pendant 5 ans jusqu'à 7 ans. Section suivante, donc diplomation et formation professionnelle, c'est un peu la même logique, mais on est sur une plus courte période. Ici, on est sur 3 ans. Et là, on explique aussi la fréquence de publication. Et normalement, on n'a pas de données provisoires à mettre sur le site web pour cet indicateur. Donc, vous voyez, il n'y a pas de données pointillées, pas de lignes pointillées. On est à 2022-2023, la dernière cohorte qui on a suivi. Dans l'infobulle, on vous explique la cohorte qui est là et puis qui a été suivie jusqu'à l'année 2022-2023. Donc, l'année qui représente en bas, c'est l'année de la fin de la cohorte. Si on revient dans la diplomation secondaire, c'est la même chose. Donc, c'est la cohorte qui a commencé 7 ans avant et qui est suivie jusqu'à 2022-2023. Voilà, donc si on continue, indicateur important aussi, taux de sortie sans diplôme et qualification. Il nous renseigne sur les gens qui vont quitter la secondaire, mais qui n'ont pas ni un diplôme ni une qualification. Et très important, ce n'est pas le complément de taux de diplomation, parce qu'ici, on est dans un indicateur plutôt sur une base annuelle. Donc, on regarde les élèves d'une année donnée, puis on va regarder de ces gens-là qui quittent l'école, la plupart vont quitter avec un diplôme de 5e année secondaire. Mais les autres qui vont quitter sans diplôme et tout ça est très important aussi. On les donne jusqu'à 12 mois pour les suivis, pour savoir si les gens viennent se réinscrire dans le réseau quelque part. Donc, cet indicateur, c'est très important de faire comprendre au grand public et on n'est pas dans la structure de l'indicateur, la méthodologie de l'indicateur, ça fait en sorte que on attend que l'année scolaire finisse, on attend 12 mois après pour savoir si les gens reviennent sur le banc de l'école. Donc là, ça fait en sorte que l'indicateur, ça va sortir, ça donne l'apparence de sortir en retard, mais c'est juste à cause de la méthodologie de l'indicateur. Donc, si on va dans la section taux de sortie sans diplôme de qualification, vous voyez la dernière année scolaire qu'on a suivie, qu'on a la donnée, c'est les gens qui étaient sur les bancs de l'école en 21-22. Ça veut dire qu'on a attendu jusqu'à 22-23 pour la fin, et après ça, on a attendu quelques mois pour pouvoir calculer l'indicateur. Donc, ça explique un peu pourquoi on donne l'apparence d'avoir une donnée trop tardive, mais c'est à cause de la méthode de l'indicateur. Et on va aller un peu plus vite parce qu'ici, on me fait attention au temps. Donc, après ça, on a entrée tardive. Ici, c'est l'indicateur qui concerne les gens qui commencent l'école au primaire secondaire à 13 ans ou plus. Donc, on suit les pourcentages aussi. Donc, vous allez voir dans la section. On vous renseigne de ça. On voit que c'est un taux à la baisse des dernières années. Donc, on voit aussi par année scolaire 22-23, c'est la dernière année disponible. Si on va dans la section épreuves ministérielles, donc vous savez, pour avoir le diplôme d'études secondaires, il faut réussir les épreuves ministérielles qui on appelait autrement l'épreuve ministérielle unique et à la 4e et la 5e secondaire. Donc, tout ça, c'est bien présenté dans le tableau. Donc, vous allez être capable d'avoir le taux de réussite à l'épreuve comme tel. Ça permet un peu la comparaison entre les élèves du Québec parce que c'est les mêmes épreuves pour tout le monde. Mais aussi, vous allez voir si les gens ont réussi les programmes pour lesquels ils rattachaient cette épreuve. Et les programmes, il y a un composant de la note école, puis la composante de la note, qui vient de l'épreuve. Donc, c'est un peu ça la nuance. Je pense qu'on l'explique bien ici dans taux de réussite. Qu'est-ce que c'est le taux de réussite à l'épreuve et qu'est-ce que c'est le taux de réussite au programme comportant une épreuve. Et voilà, si on avance, et on tombe dans la section personnel scolaire. Ici, on répondait à un besoin d'informations transparentes pour le grand public, notamment concernant le nombre de postes dans les réseaux et le nombre de postes vacants. Comme Antoine l'a expliqué un peu au départ, nous, on a des systèmes
des missions au ministère qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations, mais il y a des informations que le ministère il n'avait pas le droit selon la loi sur l'instruction publique, notamment le nombre d'enseignantes ou le nombre de postes vacants et tout ça. Donc, cette information-là, c'est une information qu'il a fallu aller la chercher autrement auprès du réseau. Donc, on définit ici c'est quoi les postes, c'est quoi un poste à temps plein, à temps partiel. Donc, on passe à travers toutes les définitions. Là, ça permet au ministère de fournir à la population notamment une image du nombre total de postes qu'on a par les différentes catégories au corps d'emploi et on renseigne sur le nombre de postes qui ne sont pas dotés en date donnée. Et finalement, si on avance, donc on a des données sur la qualité de l'air. Donc là, il y a des sensors qui captent la concentration de CO2 dans les différentes classes. Et on a aussi la température. Donc là, on fait des mises à jour régulières. Régulières, c'est tous les 8 semaines, on met à jour les données. Donc les dernières disponibles sont en juin 2024. Donc on attend la prochaine mise à jour. Ça vous renseigne de ça. Dans la note méthodologique aussi, on explique qu'est-ce qu'on met là-dedans. Et finalement, des chiffres, des statistiques sur les réseaux scolaires, un peu pour informer la population, c'est quoi les nombres d'écoles, ils sont dans quelle région administrative, et c'est ça, s'ils sont publics, s'ils sont privés. Donc vraiment, si on s'attarde au réseau public, par exemple, 2765 écoles, donc c'est énorme, vous comprenez, on parle presque 1,5 million d'élèves. Et à chaque année qui fréquentent les écoles au Québec, et 3000 dans l'ensemble. La balance, c'est les réseaux privés. Et puis, il y a un réseau gouvernemental qui sont sur une charte plutôt de gouvernement fédéral. Donc, là, ça fait le tour du tableau bord. C'est rapide, mais tout à l'heure, on va avoir des temps pour les questions, si vous voulez peut-être revenir. Donc, merci pour l'attention. Oui, est-ce que vous m'entendez? Donc, je vais vous faire un petit topo là, sur les produits cartographiques publics là, qui sont disponibles et qui sont produits par le ministère de l'Éducation. Nous avons une liste d'environ une dizaine de produits. Vous pouvez en accéder la plupart sur la page Internet Cartes et données géographiques du site Web du ministère. Et la plupart sont là, il y en a d'autres qui sont un peu ailleurs, mais cette liste-là vous fait le topo. Donc, quand on parle de produits cartographiques publics, ce sont des cartes interactives ou des atlas qui sont accessibles par tous. On parle notamment de la carte interactive des réseaux d'enseignement du Québec, sur lequel vous pouvez voir la localisation de tous les établissements scolaires ainsi que le découpage du territoire scolaire. On parle de l'atlas de la défavorisation, sur lequel on peut voir les indices de défavorisation ainsi que les unités de peuplement. On parle de l'atlas de diplomation de la qualification secondaire, de l'atlas du taux de sortie sans diplôme de qualification secondaire. Il y a aussi un atlas sur les élèves issus de l'immigration. Puis quelques autres produits, notamment la carte interactive des emplois en éducation, qui vous permet d'accéder rapidement là, à tous les sites web là, des pages de carrière et emploi là, des centres de services scolaires. On a des cartes un peu plus spécialisées qui vous informent sur les écoles accueillant des programmes arts-études reconnus ainsi que des programmes sport-études reconnus. On a aussi une carte sur la gouvernance scolaire, donc sur le découpage territorial et aussi les comités d'administration des centres de services scolaires. Et finalement, un produit sur la localisation des organismes communautaires en éducation. Mais vous serez peut-être intéressé d'apprendre, si vous ne le savez pas, que nous avons aussi quelques données ouvertes. Donc, les données ouvertes sont disponibles sur le site Données Québec dans la page ministère de l'Éducation et comprend 4 jeux de données pour le moment. Donc, la localisation des établissements d'enseignement du réseau scolaire du Québec. Donc, on parle de tous les réseaux, le public, privé, anglophone, francophone, universitaire, collégial, secondaire, tout est là. On parle des limites des territoires, des centres et des services scolaires et des commissions scolaires, des indices de défavorisation, et on a des données aussi sur l'enquête de la relance au secondaire et en formation professionnelle. Comme c'est des données ouvertes, ce sont des données qui sont téléchargeables dans plusieurs formats avec lesquels là, vous pouvez travailler. Ceci étant dit, maintenant, je vais passer à un volet de démonstration. J'ai préparé 2 petites vidéos là, pour vous démontrer un peu l'utilisation des produits cartographiques.
Le premier, c'est l'atlas. J'ai choisi l'atlas de la défavorisation. Il est intéressant. Je pense qu'il va vous intéresser. Donc, je démarre ma petite vidéo. Et tous nos atlas sont montés pas mal de la même façon et nous avons toujours un menu dans le haut de la carte qui vous permet de sélectionner ce que vous voulez voir sur la carte parmi les produits disponibles. Donc ici, le menu permet de choisir ce qu'on voit sur la carte et vous avez également accès à des boutons qui permettent de basculer d'un recensement à l'autre, dans ce cas-ci, vu que c'est lié là, à des années de recensement. Donc, les menus permettent de moduler ce qu'on voit sur la carte. C'est comme des cartes préformatées. Vous avez des choix de changer le fond de carte en fonction de ce que vous voulez voir. Il est possible d'exporter la carte aussi qu'il y a à l'écran. Et on a aussi un menu d'aide qui va vous permettre d'aller consulter le guide d'utilisateur de cette carte-ci, puis des petites visites guidées là, aussi qu'on rend disponibles. Donc, dans l'atlas de la défavorisation ou dans tous nos atlas, la navigation se fait très simplement là, par des boutons que vous connaissez bien. Zoom in, zoom out, donc agrandir le zoom, rapetisser le zoom, se déplacer. Donc, il faut changer le bouton pour aller chercher la petite main. La petite main nous permet de déplacer et d'interroger la carte. Donc, en cliquant dans la carte, on a accès à toutes les informations qui sont liées à ce territoire-là. Et ici, on voit dans le panneau d'information, toutes les informations descriptives là, de l'entité qui a été sélectionnée s'affichent dans le panneau. Ensuite, vous avez également accès à ce qu'on appelle un outil de forage qui vous permet d'aller sélectionner, dans ce cas-ci, des centres de services scolaires ou des commissions scolaires et à l'écran s'affiche pour afficher seulement l'information qui se rapporte à ce centre de services scolaire. Ensuite, ce qu'on peut aussi voir dans les cartes et les atlas, c'est l'onglet Constat qui permet d'avoir accès à des informations descriptives et aussi des liens vers la documentation là, qui se rapporte là, à ces produits-là. Il est également possible de faire de la recherche par mots-clés pour trouver des endroits spécifiques en inscrivant un mot-clé. Tout ça est interactif dans la carte. Quand on sélectionne ce que l'on cherche là, dans le menu, la carte se met à jour et puis ça zoome là, sur l'endroit sélectionné. Vous avez également accès à visualiser l'information par des graphiques. Ça vous donne une autre façon de voir l'information. Et il est possible de faire des sélections directement dans la carte. En faisant une sélection, ben là, on a accès au panneau d'information sur l'entité sélectionnée. Puis, ce qui est intéressant aussi avec le volet cartographique, c'est de faire des intersections spatiales. Donc, de sélectionner des éléments en fonction d'une autre couche d'un territoire différent. Donc, ici, on a sélectionné toutes les écoles primaires qui sont incluses dans une unité de peuplement là, spécifique. On voit la liste dans le panneau d'information. Mais ce qui est aussi très intéressant, je pense qu'il va vous intéresser, c'est qu'on peut voir cette information-là également sous forme de tableau. Donc, toutes les écoles sélectionnées sont sous l'onglet Sélection. Cette information, donc, on peut voir toute l'information descriptive aussi. Ça clôt. Je sais que c'est allé vite, là, mais bon, vous pourrez apprivoiser tout ça. Ensuite, la deuxième démo, un peu plus courte, sur l'atlas du taux de sortie sans diplôme de qualification, va nous permettre d'aller voir des choses un petit peu complémentaires. Donc, ce que vous allez voir à l'écran, comme j'ai dit, l'atlas du taux de sortie sans diplôme de qualification. Donc, on a un volet carto qu'on voit ici à l'écran. Notre menu, dans ce cas-ci, nous permet d'avoir également accès à des graphiques provinciaux, donc pour l'ensemble du Québec, avec un peu un historique là, ici, en fonction des différentes années et en fonction des différentes caractéristiques aussi qu'on peut afficher dans la carte interactive, accompagné de constats, de méthodologies et de notes là, pour vous permettre de bien comprendre les informations là, qui sont affichées ici. C'est donc une façon un peu complémentaire au volet cartographique là, de consulter les données. Quand on va dans le volet cartographique, encore une fois, en utilisant le menu du haut, on a aussi accès, comme tout à l'heure, à des graphiques et l'information des graphiques est réactive avec la carte. Donc, si on sélectionne un centre de service scolaire particulier à l'intérieur d'un graphique, la carte va se mettre à jour là, pour visualiser ce territoire-là. D'autres fonctionnalités qui sont intéressantes, c'est beaucoup au niveau du tableau de données. Donc, dans le tableau de données,
nous permet de voir ici, encore une fois, un diagramme. Cette fois-ci, il va être dynamique en fonction des sélections qui se font dans la carte. Donc, on peut voir ici l'évolution du taux annuel de sortie. Et on peut sélectionner différents territoires dans la carte. Et là, le diagramme se met à jour. Et là, on peut faire on peut voir un peu un comparatif de tout ça. Donc, le diagramme se met à jour. Il y a plusieurs onglets qui nous permettent de voir les différents types d'informations qui sont disponibles dans la classe. Toutes les informations qui sont sélectionnées dans la carte se mettent à jour dans l'onglet Sélection. Donc, ici, on voit seulement les 3 CSS qui ont été sélectionnés. Et quand on va sur l'onglet Données, on a accès à l'ensemble des informations qu'il y a dans la carte. Et on a aussi accès à des fonctionnalités pour filtrer, pour trier aussi les informations du tableau de données. Donc, si on fait un filtre, c'est réactif avec la carte. Par la suite, la carte se met à jour en fonction de ce qui est sélectionné au niveau de la table de données. Comme l'information du tableau de données, je serais sûrement intéressé de savoir qu'il peut être copié et exporté. Donc, ce cas-ci, on peut exporter là, les colonnes du tableau de données et ça fait un fichier Excel qui se télécharge automatiquement dans votre navigateur et puis que vous pouvez par la suite ouvrir et consulter là, dans Excel. De mon côté, ça fait le tour des 2 petites démos. Je vais donc arrêter mon partage. Repasser la parole à, je ne sais pas si c'est Antoine ou Bernard Simon là, pour la suite. Je pense que de mon côté, ça conclut. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres conférenciers de votre groupe qui ont quelque chose à ajouter? Non, pas pour l'instant. Je pense qu'on va attendre vos questions et commentaires. Parfait. Donc, on va passer à la période de questions. J'invite, merci beaucoup pour votre présentation. C'était bien intéressant et instructif. Donc, j'invite tout le monde à poser des questions. Donc, on a 2 modes pour poser les questions. Vous pouvez poser votre question soit en levant la main et on va vous donner la parole, ou soit en intégrant votre question dans le bavardage. Donc, il y a un petit bavardage, là, c'est marqué chat. Donc, vous pouvez poser votre question là et on peut commencer tout de suite par Turel qui a une question. Merci, professeur Bernard Leclerc. Merci aux différentes personnes qui ont eu à présenter. J'avais une question par rapport à la collecte des données et à la qualité des données par rapport aux indicateurs. La question que je me posais, est-ce que la collecte se fait de manière automatique ou est-ce qu'elles sont envoyées, je ne sais pas de quelle manière vous recevez ces données-là? Et je me demandais comment, c'est vrai que lors de la présentation, comment dire, on a eu un peu la définition on a eu les paramètres qui sont collectés. Ce ne sont pas des paramètres assez complexes, mais je me demandais, est-ce qu'on vérifie les données? Est-ce qu'il y a une sorte de vérification des données est-ce qu'il y a une sorte de vérification des données que vous recevez? Est-ce que vous faites une sorte de qualité des données? Merci. Et merci pour la question. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Merci, Ma. Donc, c'est une très bonne question. Disons qu'on a plusieurs sortes de données qui sont mises à disposition dans les tableaux de bord de l'éducation, mais aussi du côté les indicateurs, les publications qui sont dans le site web du ministère. Et lorsqu'on est dans l'ensemble des données, par exemple, les données sur la fréquentation scolaire, c'est sûr que ce sont des données de type recensement. On a toutes les informations de tous les élèves qui nous sont transférées par les commissions scolaires, centres de services scolaires au ministère. Donc, par rapport à la fréquentation, c'est vraiment le recensement. On n'est pas dans des échantillonnages. Et la même chose pour les indicateurs concernant les épreuves ministérielles, étant donné qu'ils sont centralisés au ministère. Donc, les épreuves ministérielles, la 4e et la 5e, on est aussi dans les données complètes. Donc, et c'est sûr, il y a des mécanismes qui permettent d'assurer la qualité de toutes ces données-là. Les données passent par des systèmes opérationnels comme Charlemagne, qui a nommé Antoine au début. Mais après ça, on les transfère dans un outil qu'on appelle l'entrepôt de données ministérielles, mais avec toute la rigueur et toutes les choses que ça implique. Oui, effectivement, il pourrait y avoir des erreurs à la marge, mais il y a tous les mécanismes pour les rattraper, notamment.
tout ce qui sont les données concernant les sphères ministérielles, l'ascension de ces études, parce que tous les indicateurs reliés à la diplomation sont basés sur l'ascension de ces études, mais la diplomation aussi est faite au ministère, donc on a les données complètes pour la diplomation. Par contre, quand on va dans d'autres domaines de données, comme on a parlé un peu par rapport au personnel scolaire, oui, il y a des sondages, il y a des choses, donc la qualité, c'est un peu moindre. Et là, le ministère travaille avec les réseaux pour monter notamment la qualité de certaines données. Donc oui, c'est un peu à géométrie variable, ça dépend les domaines, mais pour les données qui historiquement sont gérées par le ministère, on dirait que la qualité est à 99,19%. 99%. Oui, Antoine. Je peux ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter un petit point. Effectivement, les données qui sont requises au ministère servent surtout en premier lieu au financement du réseau. Ça veut dire que si par exemple il y a une école secondaire qui déclare 1000 élèves, le ministère va s'assurer qu'il y a 1000 élèves assis dans cette classe parce que le financement est par tête d'élèves. Donc ça veut dire qu'on a une direction générale au ministère qui s'occupe de vérifier toutes ces informations. S'il y a quelqu'un qui est inscrit dans une école ou une commission scolaire quelconque, vous avez un corps permanent qui est au ministère, donc on vérifie ces informations auprès des commissions scolaires. Par exemple, quand on veut calculer certains indicateurs ou des prévisions de personnel ou des effectifs, on vérifie auprès des commissions scolaires avant de finir l'opération. C'est que les commissions scolaires sont contactées pour s'assurer que les données de base sont pareilles. Ce qu'ils ont transmis au ministère, on a les mêmes informations. Donc, toute la direction générale s'occupe de la fiabilité des données. Donc, comme Yvan vient de le dire, comme ça sert effectivement des bases au financement du réseau, c'est sûr que les données sont à 99% fiables. Merci beaucoup. Et donc, avant de passer à la question d'Adrien Saucier, je vais profiter pour vous poser une question en lien un peu avec ce que vous avez mentionné. Je me demandais bon, vous avez parlé que les données sont beaucoup utilisées pour le financement des écoles, mais quelle autre utilisation qui sont faites de vos données actuellement et quels sont les principaux utilisateurs de ces données-là? Bon, pour commencer, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce que je suis allé très vite là dans mon unité. On reçoit 2000 demandes par année. Donc, les demandes peuvent venir du cabinet, c'est que du ministère, comme des journalistes, du public. Donc, je peux dire des chercheurs aussi, des instituts, des ministères organismes. Donc, tout le monde utilise nos données à des géométries variables. C'est vrai, le ministère utilise les données d'un premier temps pour financer le réseau, mais en même temps, les données sont utilisées aussi pour le financement, pour tout ce qui est recherche, tout ce qui est demande des journalistes, tout ce que vous voyez dans les journaux, diplomation, décrochage. Donc, c'est aussi utilisé pour le financement ou l'évaluation des programmes aussi. Donc, les données sont vraiment utilisées à plusieurs, l'analyse de réussite scolaire, pour les recherches, pour le financement. Donc, tout ce qui est programme et organisme, donc tout, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment tout le public qui l'utilise, que ce soit la recherche. En plus, on travaille aussi au niveau pancadémie international. Et les données servent aussi à des comparaisons interprovinciales et internationales aussi. Donc, tous les indicateurs que j'ai présentés, par exemple la diplomation, on va poser des questions pour voir est-ce que, par exemple, on utilise les données, quelle est la diplomation en Ontario, par exemple. Donc, tout ce qui est les données que nous utilisons, nous produisons, servent aussi à ce genre de comparaison internationale. On a le Conseil des ministres de l'Éducation qui utilise les données pour mettre à la disposition des autres provinces. Et puis aussi l'OCDE aussi, qui utilise les mêmes données pour à titre de comparaison interprovinciale et internationale. Vous allez voir aussi souvent dans les journaux, on parle de PISA, programme international. Il y a souvent une enquête internationale qui est faite pour comparer les élèves ou tous les élèves de chaque pays. Toutes les informations qui sont là, toute la base de données, toute la base de sondage qui est utilisée pour faire sondage viennent de chez nous. L'ISQ l'utilise, les chercheurs universitaires nous aident constamment des travaux, les ministères organismes, le cabinet, et aussi vous allez voir récemment, on parle de Francis Construction, quand on veut par exemple mettre en place un programme gouvernemental ou
par des ONG quelconques, tout vient de chez nous. Donc, c'est vraiment utilisé à travers plusieurs programmes de financement du ministère, des ministères organismes, du public, des journalistes. Donc, c'est vraiment, les données sont sur le site. Il y en a qui sont même sur le site de l'ISQ, aussi sur le site de Statistique Canada, puisqu'on fait des comparaisons interprovinciales et internationales. En gros, c'est un peu ça. Je pense que je peux laisser mes collègues compléter parce que c'est vraiment large. Ben, peut-être juste Antoine pour dire, pour compléter qu'aujourd'hui, c'est toute la population qui utilise ça en naviguant notamment au tableau bord de l'éducation. C'est les données qui sont en arrière qui permettent notamment à madame, monsieur, tout le monde de savoir où on se situe nos indicateurs nationaux, les indicateurs de réussite, etc. Mais j'aimerais juste revenir aussi, Antoine, tu as mentionné les données avec l'ISQ, de parler avec un peu avec de l'entente avec l'ISQ pour que les données soient accessibles aux chercheurs. Ça passe par l'ISQ. Le ministère fournit les données à l'ISQ pour qu'il les partage par rapport à la recherche. Donc, ça aussi, c'est important d'explorer ça. Je pense que sur le site web de l'Institut de statistique du Québec, vous allez avoir les informations, les formulaires à remplir et tout ça pour avoir accès à des données plus détaillées, donc des microdonnées sur nos élèves. OK. Donc, je pense que vous venez de répondre à la question que Adrien Saucier, donc, il vous dit que votre présentation est très intéressante, mais il s'interrogeait sur comment qu'on pouvait avoir accès aux données et il posait la question, est-ce qu'il fallait passer par une demande d'accès à l'information? Mais si je comprends bien, c'est plutôt qu'il y a un formulaire spécial disponible à l'ISQ pour demander les données et donc, j'imagine on peut avoir des données en format euh, plus brut et dans certaines situations plus agrégé. C'est ça, effectivement, c'est bien ça, professeur Leclerc, effectivement. Ça dépend les domaines. Je vais laisser Antoine compléter. Oui, oui effectivement. Il y a plusieurs demandes. On reçoit des demandes des organismes, des commissions scolaires du grand public. Si c'est des données agrégées, par exemple, on veut le nombre d'élèves par programme, ceci, on a une adresse qui est sur le site du ministère qui tombe directement dans mon unité où les gens vont faire la demande directement dans fait InfoStat. On pourrait vous envoyer cette adresse-là. Tu l'envoies dans la conversation, exactement. Donc, les gens peuvent faire la demande là quand c'est vraiment bref. Ce que tantôt mon collègue Ivan a dit, effectivement, au niveau des chercheurs, quand vous voulez chercher des données, micro-données, effectivement, il y a une loi qui a été mise en place pour que l'ISQ gère cette partie-là d'information. Quand vous allez aller vraiment dans les micro-données, en ce moment, ben, il y a une demande qui est faite. Il y en a qui font même la demande au niveau de l'accès à l'information. Donc, il faut vraiment passer, quand c'est des données vraiment désagrégées, il faut passer par l'ISQ. Donc, il y a tout dépend de la demande et tout dépend de la finalité de la demande, effectivement. Merci beaucoup. Donc, Iglan a une question. Oui, bonjour, M. Bernard. Bonjour à tout le panel. Euh, Merci pour votre présentation. Je voulais savoir, vous avez parlé, tantôt vous parlez du partage des données. Moi, je voulais savoir, est-ce que le partage se fait de façon sécuritaire entre tout, vous avez parlé des journalistes et tout le reste qui peuvent avoir accès aux données des, des, des élèves et tout ça. J'aimerais savoir si ce partage informationnel se fait de façon à préserver la sécurité des, pa- des personnes en question. Merci. Je commence à terminer. Faut dire qu'il y a deux volets. Parce que la question est intéressante, mais ce que j'ai dit tantôt, c'est des statistiques et les indicateurs qui sont publics, qui sont fournis aux journalistes. Donc, c'est vraiment des statistiques et des indicateurs, ça ne permet pas d'identifier la personne. Ça, c'est vraiment ce que j'ai dit au début, c'est un peu ça. L'autre volet, quand les chercheurs veulent faire une enquête ou faire la recherche, là, ils vont passer par l'ISQ. En ce moment-là, il y a une demande d'accès à l'information qui est faite au niveau de la CAI. Donc, ça, c'est. Donc, faut différencier les deux volets. Il y a le volet statistique et indicateur. Là, quand par exemple, quelqu'un demande le taux de diplomation dans une commission scolaire X,
un journaliste demande, ça on peut lui fournir parce que ça identifie personne. Il n'y a pas de problème. Par contre, je vais laisser mon collègue Ivan parce qu'il travaille dans la nouvelle loi pour la partie vraiment sécurité formation. C'est ça, merci Antoine. Donc, dans les fonds, c'est ça, ça dépend des types de demandes, mais nous, on a notamment un ministère, comme tous les ministères organismes, on a une direction qui s'occupe de la protection de renseignements personnels. Donc, quand les données, quand on tombe dans les microdonnées, ça veut dire dans données par élève, et ça va être évalué par cette unité-là. Donc, s'il s'agit d'avoir les résultats dans les épreuves ministérielles ou les résultats de réussite dans la diplomation, etc., si c'est par élève, ça dépend des informations qui accompagnent la variable qui est demandée. Et là, la direction de la protection des renseignements personnels va se prononcer, il va dire, ben, cette information-là, il ne permet pas d'identifier la personne ou l'élève, donc là, on peut partager. Mais si on ajoute une variable de plus, là, on commence à rentrer dans le renseignement personnel, donc on n'autorise pas le partage. Donc, c'est vraiment examiner, on va le dire, à la pièce quand les demandes vont toucher les données des élèves, effectivement. Donc, il y a tout un mécanisme en place qui est dédié à la protection des renseignements personnels, effectivement. Et parfois, je sens un peu la frustration de certains chercheurs, des choses, ah, j'aimerais avoir ça, ça et ça, mais quand on tombe dans certaines variables qui permettent à un moment donné l'identification d'une personne, c'est sûr qu'on n'est pas autorisé à la diffuser. Mais c'est ça un peu la réalité. On est encadré par la loi 25, le ministère, il doit respecter ça en protection des renseignements personnels. Donc, il y a tous les mécanismes en place pour les protéger. Merci pour la question. Merci beaucoup. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'en permettre une. On a vu sur le site web que, notamment les produits cartographiques et peut-être à d'autres endroits, que donc vous produisez certaines productions, certaines données, mais ces productions-là semblaient être davantage descriptives. Je me demandais si le ministère de l'Éducation, si de votre côté, vous faisiez, disons, des analyses plus développées ou des analyses qui pouvaient, à partir de certains indicateurs, faire des prédictions ou des associations ou des choses comme ça. Est-ce que je comprends qu'il y a plusieurs collaborateurs, chercheurs qui demandent des choses, qui font ce genre de choses-là, mais est-ce que le ministère lui-même en fait? Dans mon, je, dans mon unité, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de demandes, donc c'est sûr que moi j'ai une équipe multidisciplinaire, c'est des gens qui ont une maîtrise en statistique, en démographie, en économie, qui peuvent faire de grandes analyses. Malheureusement, on est souvent pris par le temps à répondre aux demandes urgentes, aux priorités ministérielles, c'est sorte qu'effectivement, on n'a pas toujours le temps de faire des analyses poussées. Mais on en fait, on en fait. Quand on a le temps, on en fait. Si vous allez sur le site, il y a un répertoire, tu peux mettre le lien. On a quand même des thématiques qu'on va développer dans mon unité pour faire des analyses un peu plus poussées. Dans notre direction générale, il y a une autre direction qui s'occupe aussi de la recherche et des analyses économétriques. Donc, il y en a qui vont le faire aussi à titre... donc, cette direction fait beaucoup plus d'analyses que nous autres dans ma direction, puisqu'on a beaucoup de demandes, mais on en fait. Aussi, il y a des chercheurs avec qui on s'associe quand il y a des demandes plus poussées comme l'évaluation des programmes ou des choses plus avancées. Donc, le ministère en fait, mais il y a aussi des contrats qui se donnent aussi à l'externe. Je peux laisser mon collègue Ivan compléter l'autre partie. Oui, mais merci Antoine pour compléter. Effectivement, on est rendu au point aussi de commencer à utiliser les données, notamment avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc, probablement, vous avez entendu dans les médias, le ministre Robert, à l'époque, il a annoncé la création d'un centre d'expertise en intelligence artificielle en éducation, dans lequel, notamment l'Université de Montréal, il participe. On a l'Institut Ibado, donc on a l'équipe de Milan, on a des équipes de l'OVIA, de l'Université Laval, donc, et d'autres partenaires qui sont autour de mettre en place des mécanismes d'intelligence artificielle pour les bénéfices de la réussite des élèves. Donc, notamment, on a des produits qui visent notamment à prédire certains comportements des choses pour pouvoir agir en amont
et pour contrer notamment les phénomènes comme le décrochage ou d'autres phénomènes scolaires qui vont nuire à la réussite. Donc, oui, donc à différents niveaux. Donc, pour compléter la réponse d'Antoine, oui, au ministère, on a fait beaucoup d'analyses, des analyses statistiques de longue haleine, des analyses économiques, économétriques. Il y a des équipes de spécialistes, mais nous aussi, on s'est appuyé avec des experts en intelligence artificielle pour venir aussi passer à un autre niveau. Et donc, probablement, vous allez entendre dans les nouvelles dans les prochaines semaines, mois, qu'on commence à déployer des solutions appuyées sur l'intelligence artificielle pour les bénéfices de la réussite des élèves. Excusez-moi, merci beaucoup. Moi, le temps file, j'aurais eu plusieurs questions, peut-être autour de les indices de défavorisation, mais le temps ne nous permettra pas d'avoir une discussion euh, appropriée. Je vais laisser le mot de la fin à Fatima. Merci, Monsieur Quadio, Monsieur Pareil, Madame Labrec, de même à toute votre équipe, en fait, pour votre présentation très instructive. Merci également à toutes les personnes présentes aujourd'hui, ainsi qu'à nos conseillers en communication de l'école qui sont chargés donc de l'organisation et la promotion du séminaire. Nous vous donnons donc rendez-vous à notre prochain séminaire qui se tiendra le 21 novembre et qui portera sur les applications de l'approche Une seule santé en surveillance des zoonoses au Québec. Nous vous remercions encore une fois pour votre présence aujourd'hui et vous souhaitons un très bel après-midi. À bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir répondu favorablement, c'est très intéressant. Et merci à tous ceux qui ont pu se joindre à nous ce midi. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous de même. Au revoir. Bonne fin de journée, merci. Au revoir, mais un grand merci.